Bonjour. Bonjour, alors j'espère que vous m'entendez. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cet événement organisé par l'Alliance française de Dublin. Je m'appelle Clément Prévost, je suis comédien et réalisateur. J'ai d'ailleurs fait une partie de mes études de théâtre à Dublin en 2019 à la Getty School of Acting. Et je vous propose aujourd'hui la lecture d'un certain nombre d'extraits de romans. L'été commence et donc j'espère qu'il sera pour vous l'occasion de vacances reposantes. Et peut-être que ces vacances elles-mêmes seront l'occasion pour vous de lire ou de relire certains classiques, certains auteurs qui vous intéressent. C'est le but en tout cas de ce live, de vous donner envie de lire. On va mélanger les genres et les atmosphères. Nous allons passer entre autres par Romain Gary, La Fontaine ou Christian Signol au cours des 20 prochaines minutes. Alors je vous conseille de vous installer confortablement, de vous servir par exemple une tasse de thé ou autre chose si c'est l'heure de l'apéritif par exemple. Peut-être de fermer les yeux et en tout cas de vous laisser doucement gagner par les mots de tous ces grands auteurs. Alors dans le premier extrait, c'est un jeune homme qui parle et de manière courte, très humblement, il se demande si l'on peut tout simplement repenser, remettre en question jusqu'à toute notre manière de voir le monde, rien que ça. Ouais. Alors après les 2 années que nous venons de traverser, je trouve que c'est un texte qui est d'une grande actualité. Alors commençons, sans transition, avec cet extrait des Cahiers de Malte de Rainer Maria Rilke, un auteur allemand. C'est ridicule. Je suis assis dans ma petite chambre, moi, âgé de 25 ans, et qui ne suis connu de personne. Je suis assis ici, et je ne suis rien. Et cependant, ce néant se met à penser, et à son 7e étage, par cette grise après-midi parisienne, pense ceci. Est-il possible, pense-t-il, qu'on n'ait encore rien vu, reconnu et dit de vivant? Est-il possible qu'on ait eu des millénaires pour observer, réfléchir et écrire, et qu'on ait laissé passer ces millénaires comme une récréation pendant laquelle on mange sa tartine et une pomme? Oui, c'est possible. Est-il possible que malgré les inventions et les progrès, malgré la culture, la religion et la connaissance de l'univers, on soit resté à la surface de la vie? Est-il possible que l'on ait même recouvert cette surface, qui après tout eût été encore quelque chose, qu'on l'ait recouverte d'une étoffe indiciblement ennuyeuse, qui la fait ressembler à des meubles de salon pendant les vacances d'été? Oui, c'est possible. Est-il possible que toute l'histoire de l'univers ait été mal comprise? Est-il possible que l'image du passé soit fausse parce que l'on a toujours parlé de ces foules comme si l'on ne racontait jamais que des réunions d'hommes, au lieu de parler de celui autour de qui elles s'assemblaient parce qu'il était étranger ou mourant? Oui, c'est possible. Est-il possible que nous croyions devoir rattraper ce qui est arrivé avant que nous ne soyons nés? Est-il possible qu'il faille rappeler à tous, l'un après l'autre, qu'ils sont nés des anciens, qu'ils contiennent par conséquent ce passé et qu'ils n'ont rien à apprendre d'autres hommes qui prétendent posséder une connaissance meilleure ou différente? Est-il possible que l'on dise les femmes, ou bien les enfants, ou bien les hommes, et qu'on ne se doute pas, malgré toute sa culture, on ne se doute pas que ces mots depuis longtemps n'ont plus de pluriel, mais n'ont qu'infiniment de singulier? Oui, c'est possible. Est-il possible que les gens disent Dieu et pensent que ce soit là un être qui leur est commun?
Voici deux écoliers. L'un s'achète un couteau de poche et son voisin, le même jour, s'en achète un identique. Et après une semaine, ils se montrent leurs couteaux et il apparaît qu'il n'y a plus entre les deux qu'une très lointaine ressemblance, tant a été différent le sort des deux couteaux dans des mains différentes. « Ah, et oui, dit la mère de l'un, puisqu'il faut que vous usiez toujours tout. » Là encore, est-il possible que l'on croie pouvoir posséder un Dieu sans l'user? Oui, c'est possible. Mais si tout cela est possible, si tout cela n'a même qu'un semblant de possibilité, mais alors il faudrait pour l'amour de tout au monde, il faudrait que quelque chose arrivât. Le premier venu, celui qui a eu cette pensée inquiétante, doit commencer à faire quelque chose de ce qui a été négligé. Si quelconque soit-il, si peu désigné, puisqu'il n'y en a pas d'autre, ce jeune homme, insignifiant, devra s'asseoir et, à son 7e étage, devra écrire. Écrire, écrire, jour et nuit. Oui, il devra écrire. C'est ainsi que cela finira. Alors voilà pour notre extrait des Cahiers de Malte, écrit par Rainer Maria Rilke en 1910. Alors s'il y a bien un auteur en France qui a beaucoup parlé dans son œuvre du désir brûlant d'écrire, c'est bien Romain Gary. Dans La promesse de l'aube, paru en 1960, Romain Gary nous raconte ses jeunes années et avec énormément d'humour, de malice et de tendresse pour le jeune homme naïf qu'il a été, il nous raconte aussi ses premiers déboires amoureux. Allons-y. J'avais rencontré à cette époque une Suédoise adorable, comme on en rêve dans tous les pays depuis que le monde a fait don de la Suède aux hommes. Elle était gaie, jolie, intelligente et surtout, elle avait une voix charmante. Et je croyais naïvement, et malgré les airs vieux et renseignés que j'affectais, que rien ne pouvait arriver à un si parfait accord. Mais je remarquais que Brigitte devenait rêveuse. Elle allait souvent rendre visite à une vieille dame suédoise qui habitait l'hôtel des Grands Hommes, place du Panthéon, et elle restait très tard, quelquefois jusqu'à 2 heures du matin. Avec ma perspicacité précoce, il n'en fallait pas beaucoup pour éveiller mes soupçons. Je me demandais donc si la vieille dame suédoise n'était pas tombée malade, si elle n'était pas en train de s'éteindre doucement dans sa chambre d'hôtel. Une nuit, imaginant ma pauvre Brigitte en train de pleurer au chevet d'une mourante, je n'y tins plus et me rendis devant l'hôtel des Grands Hommes. Il pleuvait, la porte de l'hôtel était fermée, j'observais la façade avec anxiété, quand soudain, une lumière s'éclaira au 4e étage et Brigitte apparut au balcon, les cheveux défaits. Je m'étonnais un peu. Je ne comprenais pas du tout ce qu'elle pouvait faire là, dans un peignoir d'homme. Les cheveux défaits. Peut-être avait-elle été prise sous l'averse, et le mari de la dame suédoise avait dû lui prêter sa robe de chambre pendant que ses vêtements séchaient. Un jeune homme apparut soudain aux côtés de Brigitte, et cette fois-ci je fus vraiment surpris parce que je ne savais pas que la dame suédoise avait un fils. Ce fut alors que la terre céda soudain sous mes pieds. Le gredin serra Brigitte contre lui, l'embrassa sur les lèvres et l'entraîna vers l'intérieur. Je poussai un hurlement affreux et me ruai vers l'entrée de l'hôtel pour empêcher le crime d'être consommé, mais j'avais mal repéré la fenêtre. Après avoir volé d'étage en étage, je me trompais de porte et lorsque celle à laquelle je cognais s'ouvrit, je sautai à la gorge d'un petit jeune homme dont la frayeur fut telle qu'il faillit se trouver mal dans mes bras.
Il me suffit d'un coup d'œil pour comprendre que je n'étais pas du tout le genre de jeune homme qui reçoit des femmes dans sa chambre, bien au contraire. J'étais sûr, à présent, d'arriver trop tard. Mon assassin n'avait pas 4 étages à monter, pas de porte à enfoncer, il était à pied d'œuvre et à l'heure qu'il était, il devait se frotter les mains. Le désespoir le plus complet s'empara de moi et le jeune homme vint s'asseoir à côté de moi et me prit la main. Je lui jetai un regard noir et, quittant l'hôtel des grands hommes, je rentrai chez moi. Mais Brigitte revint vers 4 heures du matin, alors que je commençais à m'inquiéter. Après tout, il lui était peut-être arrivé quelque chose. Elle gratta timidement à la porte, et je lui dis hautement et clairement ce que je pensais d'elle, et je lui donnai quelques gifles bien senties. Enfin, senties par moi, j'entends. J'ai toujours eu la plus grande difficulté à battre les femmes dans ma vie. Je dois manquer de virilité. Après quoi, je lui posai une question que je considère encore aujourd'hui comme la plus idiote de toute ma carrière de champion. Pourquoi as-tu fait ça? La réponse de Brigitte fut vraiment belle. Émouvante, je dirais même, parce qu'elle montre vraiment la force de ma personnalité. Elle jeta vers moi ses yeux bleus pleins de larmes, et puis, secouant ses boucles blondes avec un effort sincère mais pathétique pour tout expliquer, elle me dit « Il te ressemblait tellement ?» Je n'en suis moi-même pas encore revenu. Elle m'avait sous la main, mais non. Il fallait qu'elle fît tous les soirs 1 kilomètre sous la pluie pour aller retrouver quelqu'un simplement parce qu'il me ressemblait. C'est ce qui s'appelle avoir du magnétisme, ou alors je ne m'y connais pas. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais été trompé par une femme. Enfin, je veux dire, je n'ai plus jamais attendu sous la pluie. Alors voilà, c'est tout pour notre extrait de Romain Gary, La promesse de l'aube, paru en 1960. Et je vous propose qu'on mette cet extrait tout de suite en perspective en faisant un saut de 300 ans en arrière et d'aller voir comment Jean de La Fontaine parle de cette jeunesse qui ose tout, mais dont la joie et la naïveté constituent aussi des limites fatales, nous allons le voir. Voici donc la courte fable du vieux chat et de la jeune souris de Jean de La Fontaine. Une jeune souris, de peu d'expérience, crut fléchir un vieux chat, implorant sa clémence et payant de raison le raminagrobis. « Laissez-moi vivre ! Une souris de ma taille et de ma dépense est-elle à charge en ce logis? Affamerai-je à votre avis l'hôte, l'hôtesse et tout leur monde? D'un grain de blé je me nourris, une noix me rend toute ronde. À présent je suis maigre. Attendez quelque temps. Réservez ce repas à messieurs vos enfants. » Ainsi parlait au chat la souris attrapée. L'autre lui dit « Tu t'es trompé? Est-ce à moi que l'on tient de semblables discours? Tu gagnerais autant à parler à des sourds. Chat et vieux, pardonnez. Cela n'arrive guère. Selon ces lois, descend là-bas, meurt et va-t'en tout de ce pas haranguer les sœurs filandières. Mes enfants trouveront assez d'autres repas. Il tint parole, et pour ma fable, voici la morale qui peut y convenir. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. La vieillesse est impitoyable.
Alors, ces formes courtes de La Fontaine sont toujours très efficaces, on ne s'en lasse jamais et je vous les recommande vraiment chaudement. C'est intéressant, je trouve, de mettre cette fable en perspective avec l'extrait de Romain Gary. On a d'un côté la naïveté de Romain Gary, jeune homme, la naïveté de la jeune souris, et au contraire de l'autre, le pragmatisme froid du vieux chat. Alors, Romain Gary, au moins dans son œuvre, n'a pas perdu cette joie de la jeunesse, cette naïveté, cet humour de soi. Mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Comment passe-t-on de jeune souris à vieux chat? Comment perdre une partie des énergies solaires de la jeunesse? C'est bien le sujet de l'extrait suivant. Un extrait du recueil de nouvelles Fendre l'armure de Anna Gavalda, dans lequel on comprend que cette jeune personne est en train de perdre ses énergies tout simplement dans le temps qui passe. Allons-y. Vous êtes déjà allé en pension? Moi, ouais. Pendant 8 ans. 6e, 5e, re-5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale. Je viens d'une famille de militaires. Armée de terre, 1er RHP. C'est le régiment des hussards parachutistes. Donc, j'ai un ancêtre à Valmy, un autre à Sébastopol, un grand-oncle à Verdun et 2 grands-pères dans les Ardennes en mai 40. Plus beau tableau de chasse, tu meurs. Si tu as tout perdu, souviens-toi qu'il te reste l'honneur, c'est leur devise. Omni si perdas fanam servare memento. Ça vous pose une ambiance, hein. Donc, on m'a envoyé en pension quand j'avais 10 ans parce que mes 2 frères y étaient allés avant moi et que, comme l'a dit mon père, pour que j'arrête de pleurnicher, ça les avait pas tués. Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez que je réponde à ça? Le concept, c'est qu'une famille de militaires, ça déménage beaucoup et que la pension, c'est bien parce que c'est stable. C'est stable. Vous comprenez? Ça te donne un bon équilibre, ça t'inculque les bases, ça te structure, on te fout là, et puis tu grandis dans le moule en prenant exactement la forme du moule, comme ça il n'y a rien qui dépasse, et après tu as pile poil la bonne taille et le bon calibre pour entrer parfaitement dans le fût du canon. Enfin pour te marier quoi. Pour te marier et pour donner plein de petits parachutistes à la France. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que la pension a totalement conditionné mon rapport au temps qui passe. Au temps en tout court. Vous vous souvenez de la comptine lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi. Voilà, exactement. Et vas-y que je t'explose les tympans jusqu'à dimanche. Bah moi, je hais cette chanson. Pour moi, la semaine, et je pense que beaucoup parmi ceux qui sont passés par la case pension alors qu'ils n'étaient pas armés pour, pensent comme moi, ça ressemble à ça, une semaine. Lundi, t'es triste, mais comme il te reste encore un peu de la chaleur de ta maison en magasin, ça va, tu vis sur tes réserves. Mardi, tu respires moins bien parce que ça fait que commencer, quoi. Mercredi, ça pue. Pour les autres, pour les civils, le mercredi, c'est une super journée. École seulement le matin, dessin animé, activité, danse, cheval, copine, musique, enfin, c'est classe le mercredi, c'est un beau jour, et puis ça coupe la semaine. En pension, le mercredi après-midi, ça sent le moisi. Ça sent l'humidité, ça sent les pieds. On est en plein dans la vie en communauté, et la vie en communauté, c'est tout ce que je déteste. Le mercredi, on fait tout les uns sur les autres, y compris s'ennuyer. Surtout s'ennuyer, d'ailleurs, et c'est déprimant au possible, c'est débilitant. Il y a une boutade chez les militaires qui dit « À la caserne, on fait rien, mais on le fait très tôt le matin, et tous ensemble. » Bah voilà, c'est exactement ça, on est là, et on ne sert à rien. Et la vie ne sert à rien. Elle est ailleurs, elle est en train de se dérouler ailleurs. La mode, la musique, les histoires d'amour, les intrigues, les machines, elle m'a dit de te dire que elle était amoureuse de toi. Bah tout ça c'est super, mais c'est sans nous. Donc voilà, mercredi c'est corvée de patates à la zonzon.
Jeudi, c'est le pire. C'est le jour le plus long de la semaine. Le jeudi, si t'as pas un bon livre à aller retrouver en attendant le couvre-feu, tu peux aller te pendre direct. Et vendredi, tu commences enfin à relever la tête. Pendant la récré, tu restes immobile à regarder les oiseaux au loin en espérant apercevoir un peu de végétation. Le vendredi, ça commence à sentir la terre ferme. Et puis le samedi matin, tu prends le train avec ton gros sac de linge sale et t'arrives dans une maison bruyante et animée, mais assez indifférente en fait. Non pas que tu n'y sois pas aimé. Enfin, tout de suite les grands mots. Non pas que tu n'y sois pas accueilli, mais c'est comme pour le mercredi en fait. La vie s'est déroulée sans toi. La vie ne t'a pas attendu et elle ne sait plus très bien quoi faire de ta présence dans ses pattes. Non, on t'a pas oublié, mais quelqu'un, une nièce, une cousine, la femme d'un colonel, a dormi dans ton lit en ton absence et on n'a pas jugé nécessaire de changer les draps. Ou alors on a entreposé des cartons dans ta chambre et on a mis la machine à coudre sur ton bureau. On voulait l'enlever mais on n'a pas eu le temps, donc prends-la toi et puis mets-la dans la chambre de ton frère. Enfin, pardon, c'est pas très grave, c'est peut-être pas des très bons exemples en vérité, mais c'est juste bien pire. C'est juste que tu n'as plus d'intimité nulle part sur cette terre. Et le dimanche après-midi, te voilà déjà en train de refaire ton pactage en songeant à toutes les leçons que tu n'as pas apprises et que tu vas devoir te fader dans le train. Et ça recommence. Pareil pendant 8 ans. Pendant 8 ans, j'ai fait que compter les jours et vivre le cul entre deux lits. Pendant 8 ans, j'ai fait qu'espérer une vie plus stable, plus douce, plus... ouais, plus douce, plus égoïste. Une vie à moi, une vie autour de laquelle j'aurais pu refermer mes bras et dire « ça c'est chez moi, vous n'entrez pas. Et si je vous y accueille, alors pliez-vous à mes règles à moi et ne me demandez plus jamais quel jour nous sommes. » Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez? Alors effectivement, le temps qui passe n'est pas toujours un sujet particulièrement joyeux dans la littérature. Cela dit, la littérature est-elle un bon moyen de passer le temps? Donc peut-être que ça s'équilibre. À vous de juger. J'espère que ce live qui est en train de toucher à sa fin vous a plu. Nous allons terminer avec un texte où Christian Signol, qui est un auteur français qui a beaucoup écrit, notamment, même presque exclusivement sur la région du Périgord, nous parle des rivières. Cette fois-ci, il nous parle de la rivière qui traverse le Périgord, la Dordogne, mais je crois vraiment que ce texte universel parle et marche pour toutes les rivières. Donc si vous êtes à Dublin actuellement, vous pouvez parfaitement visualiser la Liffey et ce que vous connaissez par exemple de Sandymount. Voilà. Mais si vous êtes ailleurs en France, n'importe quelle rivière à laquelle vous pensez, je pense ce texte pourra être un bel écho et un bel hommage. Voici donc les rivières de Christian Signol. Je devrais plutôt dire ma rivière, celle que j'ai baptisée la rivière Espérance et qui s'appelle tout simplement la Dordogne. Pourquoi l'ai-je baptisée Espérance? Parce que j'ai compris très tôt qu'une rivière est un être vivant, qu'elle a un corps, une âme, un territoire, une famille, des rires, des colères, des souvenirs, une histoire. Et surtout, comme nous, les hommes, une enfance, une jeunesse, une maturité, une vieillesse et une mort. Au sommet d'une très vieille montagne, je l'ai vu émerger du ventre de la terre et se faufiler,
cascadé en riant comme une enfant. Plus loin, plus tard, je me suis réjoui de la voir devenir reine et puissante dans le vert des grandes plaines où elles paraissent plus belle qu'elle ne l'a jamais été. C'est alors que j'ai deviné son âme, qui est la somme de celle de tous les hommes qu'elle a portés depuis la préhistoire. Bateliers, pêcheurs, passeurs, braconniers, poètes, matelots, aubergistes, artistes qui ont sculpté cette âme romane au fronton des églises et des châteaux. Et puis, je l'ai vu s'assagir, décliner, fatigué d'avoir trop couru, trop aimé, trop vécu. Elle s'est mise à s'attarder le long des bancs de sable, à profiter du temps comme si elle avait compris qu'il lui en restait peu. Puis je l'ai vue mourir du haut d'un promontoire et s'endormir enfin dans les bras de la mer. Quoi d'étonnant? Ne sommes-nous pas semblables? Nous le savions, nous les hommes, que nous ressemblons aux rivières, car ni elles, ni nous ne pouvons retourner en arrière et remonter le temps. C'est le même flux qui coule en nous depuis les origines et nous entraîne inexorablement vers le même océan. Alors voilà, il est temps de se dire au revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous encourage à rester à l'écoute des futurs événements organisés par l'Alliance française de Dublin, que je remercie d'ailleurs chaleureusement de m'avoir invité et fait confiance aujourd'hui. J'aimerais également saluer certains collègues du lycée français d'Irlande qui ont regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Pour ceux et celles qui souhaitent suivre mon travail parmi vous, je vous encourage à vous rendre sur Facebook et Instagram. Vous pouvez me trouver sous mon nom, Clément Prévost. Vous pouvez également taper mon nom dans YouTube. Vous trouverez des courts-métrages que j'ai réalisés et dans lesquels je joue, avec en plus un tas d'amis qui sont tous très talentueux, ce qui ne gâche rien. Voilà, je vous souhaite un très bon été. N'hésitez pas à me contacter si l'envie vous prend. Et surtout, retournez au théâtre, au cinéma, on en a bien besoin. Et bonne lecture. À très bientôt. Au revoir.